Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trendscanal Z. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Baya et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, duel serré au tribunal de l'entreprise de Nivelles, Google face à Proxystore. C'est tellement inhabituel et c'est voir deux acteurs de dimensions tout à fait différentes, une PME par rapport à une multinationale. Bruxelles se distingue sur la scène mondiale, classée 19e au niveau mondial, 11e en Europe pour sa mobilité. Les points forts de Bruxelles sont probablement autour de deux axes. Le premier, la durabilité, la mobilité douce, aussi l'électricité. Restez bien avec nous, Z sur 7, c'est tout de suite. Z sur 7 à la une. Direction le tribunal de l'entreprise de Nivelles où Google et Proxystore se sont affrontés ce matin. L'objet du litige, le blocage de la start-up belge au serveur du géant américain pendant 76 heures. Une coupure qui a coûté cher à la PME active dans la pub numérique. Bruno Van Boek, fondateur de Proxystore. On voit très bien ce qu'ils font depuis de nombreuses années. On voit ce qui se passe encore il y a quelques semaines aux États-Unis où le gouvernement américain demande leur démantèlement côté Chrome, leur démantèlement côté publicitaire. Donc ce qui se passe ici en Belgique est exactement ce qui se passe partout dans le monde en fait. Et je représente un peu son combat ici localement. L'affaire ne passe pas inaperçue. Presse et professionnels suivent le dossier de près. Même un juge consulaire a fait le déplacement pour assister au débat. Thierry Breuer, juge consulaire. Je viens vraiment par intérêt, du problème qui est traité aujourd'hui entre Proxystore et Google, parce que c'est tellement inhabituel et c'est voir deux acteurs de dimensions tout à fait différentes, une PME par rapport à une multinationale, donc c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe dans un contexte juridique complexe. Ce matin, les débats reprenaient après une action en urgence initiée le 7 février par Proxystore. À la clé, une décision qui contraignait Google à rétablir l'accès de la start-up à ses serveurs sous une astreinte salée, 1 million d'euros par heure de retard. Ce lundi, c'est Google qui contre-attaque via une tierce opposition, mais sa représentante a décliné toute prise de parole face aux caméras. Jordan Gossel, avocat Proxystore. Le but de ce recours est simplement de se dire, est-ce que si on avait eu un débat contradictoire, parce que le débat n'était pas contradictoire à la base, il n'y avait pas eu un débat comme aujourd'hui en audience publique, si ce débat avait été vraiment contradictoire, est-ce que le président aurait pris la même décision ? Donc, en présence maintenant des éléments du son de cloche de Google, est-ce que le président aurait pris la même décision ? Face au tribunal, les avocats de Google n'étaient pas venus les mains vides. Un épais dossier rempli de mails échangés avec Proxystore. Au cœur de leur argumentaire, les retards de paiement de la start-up invoqués comme motif légitime de déconnexion. Bruno Van Boek, fondateur de Proxystore à nouveau. Venir vigoureusement, pour reprendre leurs termes, parler de factures qui ont quelques jours de retard, je trouve ça agressif. Donc on se sent agressé. Mais bon voilà, c'est le jeu, ils se défendent. Maintenant, il faut laisser la justice se faire. Rendez-vous le 21 mai pour connaître le verdict du juge Serge Winsdow. Une échéance attendue, mais qui ne marquera sans doute pas la fin de cette affaire. Les voies de recours restent ouvertes. Z sur 7 à la une. La mobilité à Bruxelles a de quoi faire des envieux. La ville est classée 19e au monde, 11e en Europe, juste devant Milan et Madrid. Une performance relevée par le bureau de conseil Olivier Wyman, épaulé par l'université de Berkeley, dans une vaste étude menée sur plus de 70 villes. Kevin Smith, partenaire de Olivier Wyman. Les points forts de Bruxelles sont probablement autour de deux axes. Le premier, la durabilité, la mobilité douce. 45% des déplacements dans Bruxelles sont faits à pied ou à vélo. 3 fois plus de déplacements en vélo aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Aussi l'électricité plus propre que dans d'autres pays, ce qui permet d'accompagner la transition vers une mobilité électrique. Et aussi l'offre et la densité de transport public à Bruxelles. Innovation, impact social de la mobilité, infrastructure. Le rapport d'Olivier Wyman analyse la mobilité sous toutes ses coutures. Mais pour Bruxelles, un problème persiste. La place de la voiture, toujours trop dominante, est à l'origine de bouchons récurrents. Aujourd'hui, le niveau de congestion de Bruxelles est similaire à des villes telles que Rome ou Paris.
Et ça, c'est dû à une utilisation importante des véhicules individuels pour des déplacements intra-urbains. Le rapport ne se contente pas de classer, il dresse un état des lieux, met en lumière les forces et faiblesses de chaque ville et propose des pistes concrètes pour améliorer la mobilité à l'avenir. Bruxelles peut continuer à se développer sur l'adoption des nouvelles technologies et l'innovation. Par exemple, le déploiement des bus électriques, les trams et les métros autonomes, mais aussi les véhicules autonomes. L'idée d'avoir un taxi qui vient demain dans un véhicule autonome semble encore très futuriste. Grimper dans ce classement, c'est possible à condition de s'inspirer des villes modèles. San Francisco en tête pour son avance technologique qui permet déjà le déploiement des véhicules autonomes et Paris en numéro 2 pour la densité de son offre de transport public. Z sur 7 à la une. À partir du 1er janvier 2026, le gouvernement fédéral veut limiter dans le temps les allocations de chômage. Passé 2 ans sans emploi, elles pourraient tout simplement s'arrêter, sauf cas exceptionnel. À Bruxelles, la mesure inquiète, 30 000 personnes pourraient en faire les frais d'un coup. Actiris lance un cri d'alerte et demande un report de 6 mois. Christina Amboli, directrice générale Actiris. On n'a pas les données. On ne sait pas encore aujourd'hui qui sont les personnes qui, au 1er janvier 2026, vont perdre leurs allocations. Donc, on n'a pas ces informations, on n'a pas ces données et on ne pourra pas les avoir tout de suite. Donc, c'est très difficile de pouvoir informer, anticiper. Une fois que les personnes sont identifiées, on doit pouvoir travailler avec les CPAS pour informer et orienter les personnes au mieux. Et actuellement, c'est très difficile de pouvoir se projeter. Il faut savoir qu'on est en train de se préparer, qu'on va faire tout ce qu'il faut pour être prêt, mais on parle de personnes, d'êtres humains qui du jour au lendemain, on va dire stop, vous n'avez plus droit aux allocations et donc il nous semble important d'avoir toutes les informations nécessaires pour préparer au mieux cette réforme. On ne demande pas un report de la mesure, on demande juste un report de quelques mois. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Entrepreneurs, expatriés, clients fortunés, du jour au lendemain, ils sont éjectés de leur banque sans justification, sans recours. Officiellement, c'est au nom de la lutte contre le blanchiment. En réalité, les fermetures de comptes et les signalements explosent. Régularisés ou non, chacun devient suspect. La rédaction de Trends Tendance a plongé dans les rouages d'un système froid, opaque et redoutablement efficace. Sébastien Buron, journaliste pour Trends Tendance, en parle à Marion Boxo. Premièrement, qui sont ces clients qui sont radiés ? Alors, bien la surprise du dossier, je dirais, c'est que ces clients, ce sont pas nécessairement de grands criminels, des mafieux, des chômeurs sans revenus ou des fraudeurs invétérés. Non, ce sont des PME, des indépendants, des résidents belges qui vivent à l'étranger, des héritiers qui ont procédé à une régularisation fiscale, mais il y a longtemps peut-être. Ce sont aussi des entrepreneurs, par exemple, qui ont fait l'objet d'un mauvais article de presse. Ce sont des clients de longue date. Donc voilà, c'est une panoplie assez large et le point commun de tous ces clients, c'est qu'ils n'ont pas toujours nécessairement quelque chose à se reprocher, ils sont même parfois même en règle. Deuxièmement, qu'est-ce qui justifie qu'une banque, aujourd'hui, fasse plus attention ? Alors aujourd'hui, ce qui explique, je dirais, cette explosion de clôture de comptes en banque, c'est le fait que les banques ont peur. En fait, elles ont peur d'être accusées de blanchiment d'argent. En fait, il y a en Belgique, comme partout ailleurs en Europe, une législation qui lutte contre le blanchiment, une loi qui a été renforcée il n'y a pas si longtemps que ça. Et le résultat de ce renforcement de cette loi anti-blanchiment, c'est que aujourd'hui, elle est devenue très très stricte et que donc aujourd'hui, toute opération peut être considérée comme une opération de blanchiment d'argent. On est loin du trafic de stupéfiants ou du financement du terrorisme ou d'activités mafieuses. Aujourd'hui, le simple fait de se présenter au guichet de sa banque avec un peu trop d'argent cash, ça peut éveiller la suspicion de la banque. Et par précaution, alors elle va vous dénoncer et vous mettre à la porte et clôturer votre compte. Elle va vous dénoncer à la CETIF. C'est-à-dire la CETIF, c'est la cellule qui traque l'argent sale en Belgique. Troisièmement, les banques appliquent un principe de vigilance. Peut-on considérer que ce principe est poussé à l'extrême dans certains cas ? Alors,
Bien sûr, traquer et lutter contre le blanchiment d'argent, c'est tout à fait louable, on est pour. Le problème, c'est quand ce principe de précaution devient, je dirais, la norme. Le dossier fait état d'un chiffre qui est assez parlant. C'est le nombre de dénonciations auxquelles ont procédé les banques en 2023. 80 000 dénonciations, donc 80 000 clients ont été dénoncés auprès de la CETIF. Parfois, des dénonciations qui n'ont pas abouti à des dossiers ou à de véritables poursuites. Simplement, un client d'une banque a reçu un virement dans lequel il y avait une faute dans l'orthographe de l'adresse et l'adresse pouvait prêter à confusion, etc. Donc les banques appliquent ce principe de précaution parce qu'elles ne veulent courir vraiment aucun risque. Finalement, quel est le type de client préféré par les banques ? Alors effectivement, c'est un peu la question qu'on peut se poser à l'issue de l'enquête. C'est ce que se posent comme question les avocats, les fiscalistes que nous avons interrogés. C'est tiens, est-ce que les banques n'auraient pas quelque part un peu dévoyé, je dirais, ou utilisé comme prétexte cette réglementation anti-blanchiment pour exclure les clients qui ne leur plaisent pas, en fait. C'est-à-dire les clients qui ne leur plaisent pas, c'est-à-dire les clients qui sont peu rentables, difficiles à gérer, le genre de client qui est parfois mécontent. Et donc ça, on peut se poser la question. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien qu'une banque, le client parfait pour une banque, c'est celui qui n'appelle jamais la banque, qui n'essaye pas de rentrer en contact avec elle, qui est en ligne, qui est automatisé, qui est digitalisé, qui n'est pas compliqué, en fait. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Avant de se quitter, jetons un œil aux tendances du jour sur les marchés boursiers. Jérôme van der Bruggen de la banque Degroof Petercam vient préfacer les enjeux de la rencontre entre la Chine et les États-Unis ce week-end à Genève. Commençons par un commentaire sur la séance. C'est une première depuis bien longtemps. L'Europe est en baisse alors que les États-Unis sont à la hausse. Sur les 88 séances boursières qu'on a eues depuis le début de l'année, la bourse européenne a battu la bourse américaine, exprimée en euros, 53 fois, c'est-à-dire 2/3 des fois. Et donc c'est vrai qu'une séance comme aujourd'hui est un peu pas dans l'habitude qu'on a pris depuis le début de l'année, avec des États-Unis qui se tiennent bien alors que l'Europe souffre. L'Europe souffre aujourd'hui des annonces faites sur les entreprises pharmaceutiques, vous venez d'en parler. Et les États-Unis sont toujours dans une atmosphère de désescalade par rapport aux tarifs douaniers, et donc c'est pour ça qu'elles se tiennent bien. Nous l'avons dit, les États-Unis et la Chine vont s'entretenir en Suisse. C'est une amorce de négociations formelles au niveau du commerce. On peut alors se demander à quoi nous devons nous attendre. Écoutez, je pense que la désescalade entre la Chine et les États-Unis est un mouvement qui est engagé. Scott Bessent récemment, qui est le secrétaire au Trésor américain, s'exprimait à la télévision, disait qu'il ne voulait pas de découplage avec la Chine, il disait qu'il voulait continuer le commerce avec la Chine, il veut simplement rééquilibrer le commerce avec la Chine. On est aujourd'hui à un niveau d'à peu près 150% de tarifs douaniers imposés par les États-Unis sur tous les biens qui sont importés de Chine. Et les Chinois ont aussi imposé des tarifs douaniers sur les États-Unis. Je pense que l'atmosphère, la rhétorique en tout cas, est à la désescalade. Jérôme van der Bruggen parlait tout à l'heure de tarifs douaniers jusqu'à 145% sur les bienvenus de Chine. On se demande alors jusqu'où pourrait-il aller ? Écoutez, nous on a un scénario. Notre scénario, c'est qu'on peut, sans trop d'efforts, arriver à 60% de tarifs douaniers. Ceci peut-être avant même des négociations formelles. 60%, c'est bien moins que les tarifs douaniers appliqués aujourd'hui. Cela peut risquer d'être encore trop prohibitif et de freiner la croissance. On l'a vu, aujourd'hui, le niveau fait très fortement baisser les échanges, donc on n'a pas le choix que de le faire baisser. Mais même à 60%, les échanges peuvent continuer. Les biens qui sont exportés de Chine peuvent transiter par d'autres pays. Je pense qu'on l'a vu aussi dans votre journal. La Malaisie et le Vietnam sont un peu des spécialistes de faire ça, et ce qui fait qu'en fait le tarif in fine est fortement réduit. Et puis aussi, il y a toutes les exceptions qui peuvent être faites
soit par des négociations, soit par un accord entre les deux parties, des exceptions comme on l'a par exemple fait sur les biens électroniques. Et donc en fait le tarif, même s'il est annoncé à 60%, le tarif réel que paiera le consommateur, il n'est pas possible qu'il soit inférieur à ça. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Anne, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Et oui, ça y est, c'est déjà la fin pour aujourd'hui, mais demain, nous revenons avec toutes vos analyses économiques et les dernières infos à ne pas manquer. Merci pour votre fidélité, à demain.